Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce rendez-vous spécial de questions d'actu depuis les nouveaux studios, vous l'aurez remarqué, de la télévision publique. La France mène-t-elle une guerre cognitive contre l'Algérie? La guerre cognitive, c'est cette guerre sans bombe, sans armes, mais où l'influence et la manipulation des opinions publiques sont des modes d'action privilégiés, avec donc des objectifs de perturber ou de détruire littéralement les processus mentaux essentiels à la cohésion sociale et psychologique, à la stabilité des sociétés, par conséquent à la sécurité nationale. Depuis quelque temps, il ne se passe plus un jour où les médias, certains politiques, penseurs français ou autres personnages publics ne parlent pas de l'Algérie en des termes peu élogieux, c'est le moins que l'on puisse dire, pour ne pas dire péjoratif ou littéralement belliqueux, ce qui nourrit bien sûr une crise multidimensionnelle entre les deux pays aux conséquences incalculables. On reçoit ce soir Dr Ahmed Ben Saada, auteur et analyste politique. Il nous a fait l'honneur d'avoir accepté donc notre invitation. Bonsoir. Bonsoir et merci pour cette aimable invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Et puis à mes côtés pour mener cette interview, donc Zine Charfaoui, bonsoir, consultant. Bonsoir Samia. Et Sami Kaidi évidemment est présent avec nous. Bonsoir Samia et bonsoir pour notre illustre invité. Merci. Alors, je le disais, Monsieur Ben Saada, l'escalade et la tension sont maintenues comme des feux de camp, particulièrement à chaque occasion de réchauffement. On peut peut-être s'attarder sur cette partie-là. Elles sont, ces occasions, délibérément avortées par différentes parties en France, et cercles connus en France en tout cas. Mais avant de revenir sur ce qui se passe entre les deux pays, on ne maîtrise pas encore les moyens et les objectifs des guerres cognitives. D'ailleurs, même leur définition, il y a débat sur les définitions des guerres cognitives. Mais est-ce que dans cette crise multidimensionnelle avec la France, on peut dire aujourd'hui que la France mène bien une guerre cognitive contre l'Algérie? Alors c'est le moins qu'on puisse dire parce qu'en fait il y a des définitions qui ont été établies par les Occidentaux eux-mêmes par rapport à ce qu'on appelle les guerres de quatrième génération, les guerres informationnelles, les guerres hybrides, les guerres cognitives. Alors la différence entre une guerre cognitive et une guerre de quatrième génération, disons de l'information, c'est que dans la guerre de l'information, des guerres de quatrième génération, on utilise l'information pour en fait, déstabiliser un pays, soit des fake news, soit en fait utiliser de la mésinformation ou de la malinformation, c'est-à-dire utiliser des informations qui sont vraies, mais dans un but négatif. Dans le cadre de la guerre cognitive, c'est pas du tout ça, c'est-à-dire qu'on cherche à inculquer une façon de penser à un peuple pour après essayer de prédire son comportement. Son action par la suite. Donc c'est une action qui se passe au niveau cognitif, c'est-à-dire au niveau du cerveau. D'ailleurs, les grands spécialistes de la guerre cognitive disent que en fait, le cerveau, ça va être le champ de bataille du XXIe siècle. Ça a été prédit par Giordano, qui est un des grands spécialistes des neurosciences et qui travaille avec l'armée américaine. Alors la guerre cognitive est une guerre qui est étudiée, dans la littérature on trouve beaucoup de colloques qui sont consacrés depuis les 5 dernières années. Il y en a vraiment beaucoup et on l'étudie de manière à maîtriser tous les tenants et les aboutissants pour justement mener des guerres. Une autre façon de faire les guerres. D'ailleurs, en France, on parle toujours de la guerre que mène la Russie contre la France ou contre les États-Unis ou les autres pays occidentaux. Mais on ne parle jamais de ce que mène la France contre d'autres pays, comme le nôtre, par exemple. Alors, c'est bien une guerre cognitive que nous subissons depuis l'Hexagone. Quand on parle, par exemple, de certains concepts, par exemple, le concept de l'Algérie a été créée par la France, par exemple. Oui. Prenons un exemple comme ça qui a été énoncé par Macron lui-même. On cherche pas à donner une information, mais à faire croire aux gens que c'est comme ça que ça s'est passé. Et en plus, on va essayer de matraquer, faire du matraquage, utiliser ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire essayer de répéter l'information, de la faire émettre par des personnalités connues, etc. dans les sphères c'est proche informationnelles. de la propagande? C'est de la propagande. C'est de la propagande, mais c'est une autre façon de faire de la propagande qui est beaucoup plus insidieuse et qui est très très efficace à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des algorithmes,
à l'heure de Big Data. C'est très efficace actuellement parce que, en fait, ce qui forge l'opinion mondiale actuellement, ce sont les réseaux sociaux. Alors, j'ai fait un petit exercice comme ça, c'est que j'ai cherché combien de fois le mot Algérie a été prononcé sur les chaînes d'information continue durant l'année 2025. D'ailleurs, on ne s'est pas encore fini, ça s'arrête au mois d'octobre. Alors, en une année, le mot Algérie a été cité 24 192 fois dans les chaînes d'information continue, BFM, CNews, LCI, France Info. Il y a un outil qui nous permet, d'ailleurs un outil français qui nous permet de remonter à cette information. Ouais. Voilà. J'ai fait le même exercice avec Maroc. Alors Maroc, c'est 3724 fois. Ça veut dire que le mot Algérie, dans ces chaînes-là, a été prononcé 6 fois plus, 6,5 fois plus. Et le mot Tunisie, j'ai fait juste les 3 pays du Maghreb, 1407 fois, 1405 fois, ça veut dire 17 fois moins que l'Algérie. J'ai fait le même exercice pour les radios. Les radios, Europe 1, France Culture, France Info, France Inter, RMC, RTL et Sud Radio. Le mot Algérie a été prononcé 6024 fois. Le mot Maroc a été prononcé 1962 fois et le mot Tunisie 520 fois. Ça veut dire que l'Algérie a été citée 3 fois plus que le Maroc et 11 fois plus que la Tunisie. Les chiffres parlent. C'est des chiffres, je vais dire bruts qu'on peut tirer. Maintenant, quand on sait que le Maroc, la Tunisie et le Maroc sont souvent cités de manière positive, donc ça veut dire que les chiffres sont encore plus graves que ça parce que nous n'avons pas d'informations. Du Maroc, c'est positivement. Voilà. Nous n'avons pas d'émissions, d'articles de journaux, etc., qui sont positifs pour l'Algérie. Autre chose, alors pour savoir si on est sujet à une guerre cognitive ou une guerre d'information, il y a une étude qui a été faite par des chercheurs russes en 2015 et qu'ils disent « Nous considérons comme neutres les pays où il y a une ou plusieurs informations neutres contre une négative. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs informations neutres, qui parlent d'un pays de manière neutre, et une négative, le pays ne fait pas de guerre. Mais dès que le nombre de publications négatives dépasse 5 fois les neutres, on est dans une guerre informationnelle, une guerre de 4e génération, et probablement aussi dans une guerre cognitive. Donc dans le cas de la France, c'est-à-dire nous sommes mesurés, on est à des années-lumière de ces chiffres-là qui ont été énoncés par des spécialistes de la guerre de l'information. Oui. Alors, on se rend compte que lorsque les médias étrangers invoquent la liberté d'expression, invoquent le droit d'être critique, là, si on tient compte de ce que vous venez de dire, c'est que nous ne sommes pas face à de simples lignes éditoriales critiques, mais on perçoit clairement une stratégie hostile et coordonnée visant des objectifs politiques, géopolitiques. On pourra en parler tout à l'heure. Dans la région en Méditerranée, donc dans le cas présent, c'est l'Algérie qui est visée, l'action de l'Algérie au Sahel et en Méditerranée. Alors, docteur Ahmed Ben Saada, quels sont selon vous les principaux modes opératoires et techniques de désinformation ou d'influence cognitive utilisés dans les campagnes dont vous parlez? Vous venez de donner des chiffres. En quelques mois, la presse française, en particulier la télévision, a produit plus de 2000 émissions sur l'Algérie, ce qui est rare, très rare. Et sur les 2000 émissions, on pourra en parler tout à l'heure, elles sont toutes pratiquement négatives, critiquent toute l'Algérie. Alors, on se rend compte en fait qu'il y a une guerre, une guerre cognitive ou une guerre de 4e génération, parce qu'en fait les concepts sont différents. Oui. Lorsque on voit les sujets qui sont traités. Si vous voulez déstabiliser un pays, vous avez ce que moi j'appelle des anfractuosités, c'est-à-dire chaque pays a des problèmes au sein de des sociétés, surtout les sociétés qui sont post-coloniales. C'est-à-dire vous allez trouver des problèmes de frontières, vous allez trouver des problèmes d'ethnies différentes, de langue, vous allez même probablement trouver des problèmes de religion, vous allez avoir aussi des problèmes qui vont mettre en doute
la lutte, par exemple, pour nous, la lutte armée, de dire que, en fait, c'est De Gaulle qui nous a offert l'indépendance, par exemple, des discours vraiment qui vont chercher le cognitif, c'est-à-dire d'essayer de faire comprendre que finalement, la guerre, les Algériens n'ont pas gagné leur guerre, ils l'ont reçu comme cadeau. Par exemple, c'est un exemple. Mais aussi, par exemple, les déclarations de Boualem Sansal qui disait que, par exemple, l'ouest de l'Algérie, ça appartient. Ça aussi, ça participe parce que nous voyons aussi, en fait, une collusion qu'un de mes amis appelle la collusion FMI, c'est-à-dire France, Maroc, Israël, où on a justement beaucoup d'attaques dans ce sens-là. Donc, on cherche, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche ces anfractuosités, c'est des clivages de société, des clivages, mais qui sont des clivages, je veux dire, internes, qui sont, qui sont mineurs. Et on va essayer de creuser dans ces comme par exemple le MAC, par exemple, c'est une création parfaitement française. En fait, c'est un groupuscule qui est cocooné par les Français et qui est géré aussi par les Français ou par d'autres pays. On pourra en parler par la suite. Alors, on cherche justement ces anfractuosités, on cherche à pénétrer ces anfractuosités en essayant de faire soit du fake news, soit de la guerre cognitive, soit de la mésinformation, c'est-à-dire essayer de trouver des informations qui légitiment ce genre de discours. Et le narratif, ça passe. Et le problème avec les réseaux sociaux, c'est que quand il y a un narratif et que ces narratifs sont augmentés de manière astronomique avec les algorithmes, eh ben on ne peut rien contre ça. C'est très difficile. Donc, ce que je dis, c'est-à-dire que nous, par rapport à nos anfractuosités, comme disait le fameux philosophe Sun Tzu, si on ne se connaît pas nous-mêmes, on ne peut pas mener de guerre. C'est-à-dire nous devons nous connaître nous-mêmes, nous devons connaître aussi nos faiblesses, nos anfractuosités et aussi essayer de créer nos propres narratifs avec des arguments scientifiques, historiques, etc. Samy. Monsieur Ben Saada, devant cette campagne médiatique hostile, Paris se cache derrière le leitmotiv de la liberté d'expression et de l'indépendance de la presse. Qu'en pensez-vous ? Alors, on en a beaucoup discuté depuis le cas du printemps arabe et bien avant. Nous avons ce qu'on appelle, on a inventé quelque chose qui s'appelle les ONG. On appelle ça l'ONGisme. On a inventé ces ONG justement pour pallier, pour que les États ne soient pas impliqués. Mais après, avec ces ONG-là, on a créé ce qu'on appelle le droit de l'hommisme, c'est-à-dire essayer de déstabiliser des pays par rapport à le non-respect des droits de l'homme. Et les droits de l'homme, en fait, c'est un concept qui est très très élastique et la liberté de presse, c'est-à-dire que si on vous impose une façon de penser, on vous impose aussi une façon d'agir par rapport à des principes qui ont été pensés ailleurs et aussi qui ne sont pas respectés par eux-mêmes. C'est-à-dire il y a énormément de deux poids deux mesures, il y a énormément, on pourra même citer des exemples par rapport à la liberté d'expression. Vous savez par exemple durant le massacre de Gaza, il suffisait de dire par exemple intifada, il y a quelqu'un qui a dit intifada, il y a eu 5 mois de prison passée aussi. Et il y a quelqu'un qui a, Youssef Attal avait écrit un tweet, il a été, etc. Vous avez aussi une militante pro-palestinienne qui avait écrit, qui avait défendu la Palestine et qui a eu 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Et elle était mère, etc. Donc, ces gens-là ne peuvent pas nous donner des leçons. Pour revenir à la crise, donc on disait multidimensionnelle entre la France et l'Algérie. Je vais rappeler quelques faits pour justement aller dans le sens de ce que vous dites de la guerre cognitive et qui, on s'en rend compte aujourd'hui, est menée sur plusieurs fronts. De l'affaire des OQTF, affreusement politisée, à celle de Sansal, l'intellectuel néocolonisé, en passant par des traitements dégradants réservés à nos voyageurs algériens dans les aéroports français et de l'arrestation en avril dernier d'un agent consulaire algérien, une arrestation qui d'ailleurs contrevient à tous les us et diplomatiques connus. Et depuis quelques jours, à l'affaire judiciaire Christophe Glaise, on va en parler en détail,
condamné en Algérie pour apologie du terrorisme. Cette affaire est d'ailleurs l'occasion d'un nouvel Algerian bashing, on peut le dire ainsi, très violent dans les médias français, avec en filigrane la promotion du discours séparatiste de l'organisation terroriste MAC, dont les dirigeants profitent d'un exil doré. En France, vous avez parlé de cocooning d'ailleurs. Comment vous l'analysez, cette guerre aujourd'hui qui est menée contre l'Algérie? Je le disais, sur plusieurs fronts. Quel est le but? Il y a un but réel de déstabilisation? Est-ce que c'est ça le point? C'est-à-dire une guerre d'usure comme une guerre d'usure? Exactement. Nous menons, en fait, nous faisons face actuellement à une guerre multidimensionnelle. Ça fait des années qu'on le dit. De toute façon, c'est pas d'aujourd'hui, c'est un discours qu'on répète à chaque fois. Et ça a commencé déjà. On en a parlé déjà au début des années 2011, disons avec la guerre, en fait, ce qu'on a appelé les printemps arabes, les fallacieux termes de printemps. Et tout cela, en fait, montre qu'il y a une volonté de nuire à l'Algérie. L'Algérie est une cible. L'Algérie, en fait. Regardez, par exemple, les pays qui sont riches, les pays qui ont des potentialités, les pays qui veulent en fait protéger le droit international. Tous ces pays-là sont ciblés. Et on ne peut pas vivre, avec de manière indépendante et libre avec notre façon de voir les choses, si on ne se plie pas au désir des grandes puissances. Et c'est ça qu'on paye actuellement. On paye notre position géographique, on paye notre histoire, on paye nos richesses, on paye notre jeunesse, on paye surtout pour nos positions politiques, c'est-à-dire le refus de reconnaître, de normaliser nos relations avec Israël, le refus de laisser tomber le Sahara occidental. Ouais. Et donc tout cela nous est reproché et tout ça nous mène justement à une confrontation avec les pays occidentaux menée par la France, le Maroc et Israël, ces trois pays-là qui nous veulent du mal. Le fait que la France accueille et promeuve littéralement une organisation terroriste comme le MAC, et on verra par la suite les détails notamment de l'affaire Christophe Glaise, est une provocation directe, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette espèce d'échange. Bon, on savait ce qu'il y avait derrière, mais aujourd'hui, c'est frontal. Oui. Les attaques sont frontales. C'est ce qui a changé aussi avec l'époque qu'on vit actuellement. Il y a eu une escalade. On sait que, par exemple, il y a des youtubeurs, des influenceurs qui vivent en France, qui bénéficient de la protection française. Ça, on le sait, depuis le début du Hirak, on a vu ça. Et puis même des associations qui ont été décrétées comme étant des associations criminelles. La France ne veut rien savoir, ne veut pas les extrader, etc. Nous le voyons. Et pire encore, c'est que la France, avec cette histoire du MAC, nous fait carrément une déclaration de guerre. C'est-à-dire que sur le sol français, c'est très belliqueux. C'est-à-dire sur le sol français, nous avons une organisation des séparatistes, une criminelle qui bénéficie en fait, des avantages et monétaires, politiques, diplomatiques d'une puissance comme la France. Ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu dans les relations internationales. Oui, là, on est à un tournant, effectivement. On est vraiment à un tournant. On va demander son avis à Michel Collomb, qui est avec nous. Michel Collomb, journaliste, essayiste et fondateur d'Investigation. Bonsoir, Monsieur Collomb. Merci d'être avec nous. Michel Collomb? Oui, je vous entends. Très bien. On va juste un petit peu augmenter le son pour qu'on puisse vous entendre mieux. Michel Collomb, quelle est votre analyse, justement, on disait, de cette relation algéro-française et de ces attaques récurrentes de la France en direction de l'Algérie et qui évolue vers un empoisonnement finalement total? Parce que à chaque fois, il y a quelque chose, il y a une affaire, il y a un point d'achoppement qui est donc un blocage et une campagne médiatique haineuse, violente contre l'Algérie dans les médias, dans les différentes sphères même de décision parfois.
Écoutez, j'ai manqué le début de votre débat et je m'en excuse, donc je ne sais pas ce que les intervenants ont dit. Pour ma part, je pense que l'explication de cette agressivité de Paris, c'est qu'il s'agit d'une relation coloniale, en sachant que le colonialisme n'a pas disparu, il prend juste de nouvelles formes. Et on est dans une période extrêmement critique pour ce qu'il faut bien appeler l'impérialisme français. C'est-à-dire que c'est un impérialisme qui est en déclin, en dégradation. Il n'a plus les moyens de ses ambitions. Pour la France, l'Afrique et d'autres colonies un peu partout dans le monde, mais surtout l'Afrique, est une chose fondamentale dans le fonctionnement de son économie. C'est Jacques Chirac qui disait c'est pas la France qui aide l'Afrique, c'est l'Afrique qui aide la France. Et donc, maintenir le pillage des matières premières, le contrôle des marchés, le contrôle des finances à travers le franc CFA, c'est vital pour une France en déclin économique et industriel dans le monde maintenant. Or, les résistances sont de plus en plus fortes, comme on l'a vu dans toute une série de pays du Sahel, comme on peut le voir au Sénégal, comme on peut le voir dans d'autres régions d'Afrique. Et s'ajoute à ça l'enjeu central du colonialisme mondial aujourd'hui, la Palestine. Le crime de l'Algérie, c'est de soutenir les Palestiniens. Donc on a vu tout ce qui est arrivé dans l'histoire récente à chacun des pays, à chacun des dirigeants qui soutenaient la Palestine, le chaos, l'enfer, l'assassinat. Et donc l'Algérie est sur la liste, mais elle a résisté. Et donc il ne faut pas être surpris de cette agressivité. C'est un impérialisme en déclin qui ne veut pas renoncer à son statut. On voit Macron venir faire là le matamor, on va aller faire la guerre en Ukraine contre la Russie. Tout le monde sait qu'ils n'en ont pas les moyens, tout le monde sait que c'est tout à fait une posture. En attendant, les Ukrainiens meurent. On voit la France qui, en France même, je recevais encore des appels ce matin de mes amis, on poursuit les gens qui disent la vérité sur la Palestine en les accusant d'apologie du terrorisme, imaginez-vous. On les poursuit, on les met en prison, on donne carte blanche aux lobbies et aux milices israéliennes extrêmement agressives en France. Et donc voilà, le crime de l'Algérie, c'est le crime de refuser le colonialisme, le crime de soutenir la Palestine. Je ne suis absolument pas surpris. Je pense que le débat entre nous doit moins porter sur pourquoi la France fait ça et davantage sur comment allons-nous nous organiser pour mettre fin à ce colonialisme et à cette agressivité. Et là, je pense que la bataille de l'information, on a un rôle à jouer. Les gens ne sont pas informés sur les vraies raisons. Demandez dans la rue aux Français ou aux Belges qu'est-ce que la France a fait en Algérie au 19e et dans la première moitié du 20e, et ils ne savent pas. Donc il y a un énorme travail à faire là-dessus pour que les gens comprennent et qu'à la limite, ce débat devienne inutile parce que les gens auront compris. Oui, mais la droitisation est extrême aussi de la scène politique en France. On a vu cette semaine un ancien Premier ministre dire que la colonisation n'était pas un crime. C'est plus que choquant, c'est du révisionnisme, c'est aussi renier tout ce qui a été fait au peuple algérien, tous les crimes, même si la criminalisation du colonialisme attend toujours, notamment dans les sphères ou dans les institutions internationales. Il y a tout de même un ton et un discours nauséabond qui n'a pas été observé, on va dire, les 30 ou 40 dernières années, mais il y a un retour aujourd'hui et il y a plus à craindre avec les élections à venir en France qui pourraient installer cette caste, ces partis ou ces cercles politiques qui sont extrêmement hostiles, pas rien qu'à l'Algérie d'ailleurs. Alors je suis extrêmement inquiet quand je vois ce qui se passe en France et quand j'en parle à mes amis français. Il faut employer les mots corrects. Il y a en France actuellement, pas seulement en France, mais surtout en France et en premier lieu, il y a une fascisation.
c'est-à-dire une préparation du fascisme. Ça doit être clair. Et on voit malheureusement la droite traditionnelle reprendre les mots, les concepts, la fabrication des angoisses de l'extrême droite qui repose là-dessus. Et on voit, c'est une contagion morbide de cette parano. Et l'élément frappant, c'est l'islamophobie. C'est la haine de l'arabe, c'est la panique qu'on est en train de répandre chez nous. Et la France, je le disais, c'est un pays en crise économique et sociale. Vous avez d'un côté des milliardaires qui se remplissent les poches et de l'autre côté, soit dans la rue, soit encore au boulot, mais dans une précarité de plus en plus angoissante, les gens que ces milliardaires refusent de payer correctement. Et donc, pour arrêter la protestation contre tout ça, et on sait qu'en France, il y a eu d'énormes mouvements sociaux qui n'ont pas gagné dans l'immédiat, mais qui ont semé les graines de la révolte. On a eu les gilets jaunes, la lutte contre les retraites, contre la démolition des retraites, la lutte contre les privatisations. Et on a, à côté de ça, le régime Macron et tous ces partis qui le suivent, qui se rivalisent pour augmenter les privilèges aux riches et pour dégrader les conditions de travail, de salaire, de revenus. Donc, quand vous voulez faire oublier ça, il vous faut un ennemi, il vous faut un bouc émissaire. Oui. Et donc là, on a Poutine, on a les Palestiniens, on a les Arabes, on a l'Algérie, on a Maduro et le Venezuela. Et je pense qu'un point très important est de montrer les connexions entre les différents théâtres de guerre et les différents théâtres de pillage. Je suis en train de préparer là une petite émission, La Minute Michel, sur ce qui se passe au Congo. Ça, c'est quand même un peuple qui souffre terriblement. C'est un pays très riche. Les gens crèvent de pauvreté. Il y a quelques jours encore, une montagne d'une mine de cobalt s'est effondrée, 40 tués. On n'a pas une ligne dans la presse occidentale. Et derrière ça, vous retrouvez des sociétés des États-Unis, d'Israël, des Émirats arabes unis, qui exploitent l'or, le diamant, le coltan, qui volent les richesses du Congo et qui se construisent d'énormes fortunes. Donc, on doit absolument parler de ça pour expliquer pourquoi, et pour expliquer surtout, pour revenir à votre question, quand la France fait la guerre ou soutient la guerre à des peuples du Sud, elle fait en même temps la guerre à ses propres travailleurs, et ça nous indique qu'on doit arriver à construire par la bataille de l'information une unité, un front de résistance, parce que les Français sont victimes aussi de cette politique agressive. Michel Faoui, vous voulez poser une question pour Michel Colomb? Je voudrais juste verser un élément d'analyse dans le débat, c'est qu'on remarque que la brutalité des attaques de la France ou des médias français ou des cercles politiques français à l'égard de l'Algérie ont précisément commencé fin 2018, début 2019. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce référent chronologique? En 2019, tout le monde se souvient qu'il y a eu le Hirak, etc. Et donc, à mon avis, ces attaques peuvent s'expliquer par une volonté de Paris, d'abord de faire pression. Elle révèle d'abord une perte de position. Un nouveau président a été installé, est venu au pouvoir, et ce président a mis en place des politiques qui maintenant s'avèrent peut-être dérangées. Et c'est justement pour faire pression, pour infléchir cette nouvelle politique, que ces attaques, justement, se sont multipliées. Donc il y a une perte de position et on essaye de jouer la carte de pression pour regagner des positions. Aujourd'hui, la politique souverainiste qui est suivie par l'Algérie dérange au plus haut point les Français. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer en partie... Pas que les Français, d'ailleurs. Oui, pas que les Français, d'ailleurs. Avant de vous donner la parole, est-ce que vous auriez une question pour Michel Colomb? Oui, alors pour Michel Colomb, est-ce que aussi, là on parle des politiques
prises par l'Algérie à partir de 2019 qui ne vont pas dans le sens des intérêts de la France. Est-ce qu'au plan régional aussi, le positionnement de l'Algérie dérange aussi la France au plan géopolitique? L'Algérie a une politique panafricaniste, je dirais, dans toute l'histoire de la révolution algérienne de la libération. Le continent, la dimension globale a joué un rôle important. Je suis allé en Algérie il n'y a pas si longtemps et j'ai senti que c'est quelque chose qui est toujours très vivant. Et je crois que ce qui dérange complètement Paris, c'est le fait que l'Algérie se tient aux côtés des peuples africains, aux côtés des pays du Sud. Je sais bien que le contexte international est tendu, dangereux, qu'il faut faire preuve aussi un peu de diplomatie et qu'il ne faut pas augmenter les risques, mais la position de l'Algérie, je pense, oui, le fait de cette résistance, de cette solidarité des pays du Sud, et c'est très très important. Et je crois que on a un vrai travail pour faire comprendre cette dimension globale des conflits. Comme je le disais, quand les États-Unis ou la France ou les autres pays impérialismes secondaires, comme la Belgique, la Suisse, etc., qu'il ne faut pas ménager, quand ils attaquent au Congo, au Venezuela, au Sahel ou au Moyen-Orient, c'est une attaque contre l'ensemble de ces peuples, contre l'ensemble de ces nations. Et en fait, je crois qu'on vit une époque vraiment historique. On est dans un ancien système qui est en train de mourir, qui ne l'accepte pas évidemment, qui se lance dans une politique très agressive pour essayer de maintenir ses privilèges. Et donc, les peuples ont un rôle à jouer pour empêcher ça. À Washington, on est assez conscient de ça. Je lisais ce matin le résumé d'un rapport sur la stratégie internationale des États-Unis. Ils sont assez conscients de leur déclin. Ils sont assez conscients du fait qu'ils ne peuvent plus imposer leur volonté comme avant. Mais ils essayent on les met à la porte on les met dehors par la porte. Ils essayent de rentrer par la fenêtre. Ils ont essayé de trouver d'autres méthodes. Et je crois vraiment qu'on a un travail, je dirais que la communication internationale doit être énormément renforcée. Oui. Je pense qu'au niveau de l'info et au niveau du débat, on est trop fragmenté, chacun dans son monde, chacun dans sa culture et dans sa langue, et que tout l'effort doit porter, puisqu'ils attaquent l'ensemble des peuples du monde, comment allons-nous communiquer entre nous? Et riposter. Sami Kaïdi, une question pour Michel Collomb. Bonsoir, Monsieur Collomb. Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur les questions des prétendus printemps arabes. Ma question va être très simple. Est-ce que cette campagne de diabolisation contre l'Algérie ne cache pas en réalité une volonté de certains lobbies qui a pris en otage Paris, en l'occurrence, d'empêcher l'émergence d'une puissance économique souveraine au sud de la Méditerranée? Oui, je crois que la réponse est dans la question. Je suis totalement d'accord. Effectivement, nous avons publié en 2011 le livre Arabesque de mon ami Ahmed Ben Sada, qui démontrait très bien comment les États-Unis, avec leurs agents dans les réseaux Google, Facebook, Twitter, etc., avaient tenté de manipuler ce printemps, ce soi-disant printemps arabe, pour effectivement accompagner, contrôler, neutraliser des soulèvements populaires dans certains pays, mais surtout pour renverser des régimes qui lui déplaisaient. En Libye, ils ont réussi. En Algérie, ils ont échoué. Et effectivement, je crois que c'est ça qui est reproché, comme on l'a dit, c'est ça qui est reproché à l'Algérie, c'est la capacité de maintenir un pôle économique, politique, militaire aussi, pour l'ensemble de la région et pour l'ensemble de l'Afrique. Et là, je crois qu'on a une réflexion à faire. Mon ami Saïd Bouamama a publié les manuels stratégiques de l'Afrique, par lesquels nous nous efforçons d'éduquer, de former le public en Europe sur
la véritable histoire de l'Afrique et la véritable histoire du colonialisme, mais aussi les résistances pour tourner la page et y échapper. Et je crois que là, effectivement, il y a un travail à faire pour l'ensemble de ces nations africaines de construire quelque chose comme les États-Unis d'Afrique. On a vu en Amérique latine les tentatives de Hugo Chavez et d'autres dirigeants de construire un front de l'Amérique latine contre les États-Unis. Ils ont eu une période où ça a bien progressé, où les États-Unis vraiment ne savaient plus comment se dépêtrer pour maintenir leur ingérence et leur domination sur l'Amérique latine. Maintenant, les États-Unis ont trouvé la parade avec une série de formes de coups d'État, d'emprisonnement et de déstabilisation et de sabotage économique sur l'Amérique latine. C'est une histoire intéressante parce que, au fond, n'est-ce pas la même histoire qui se déroule dans le monde arabe et dans l'Afrique? Il n'y a-t-il pas des leçons à tirer sur ce défi numéro un? Comment, ici et là, nous allons mettre fin au colonialisme? Merci beaucoup, Michel Collomb. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste, essayiste et fondateur d'Investigation. Merci d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Je vais vous demander une réaction, Monsieur Ben Saada, sur ce qui vient d'être dit par Michel Collomb. Il y a certains points, je vous ai vu prendre des notes pertinents, effectivement, et sur lesquels il faudra travailler. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce nous a dit ce soir Michel Collomb? Alors, en fait, ça fait des années que je connais Michel, donc on est de très bons amis. Moi, j'admire le travail qu'il fait à contre vent et marée. Il fait vraiment de l'excellent travail d'information, de réinformation. Et ce qui est très intéressant donc, de voir, c'est que cette vision globale des choses, c'est-à-dire en fait, les attaques contre l'Algérie ne sont pas des attaques, disons, singulières. Elles font partie, justement, d'une stratégie mondiale où on voit, par exemple, des cas comme l'Algérie, on voit des cas comme le Venezuela actuellement qui fait l'objet d'attaques de notre pays, de notre hégémon, disons. Donc, cette vision globale des choses, très intéressante. Et aussi de voir aussi le rôle de l'Algérie en Afrique, le rôle en fait d'essayer de donner une voix à l'Afrique, une voix qui est conforme au droit international. C'est-à-dire ce qu'on nous reproche, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous n'allons pas avec l'air du temps. Nous n'allons pas avec la réelle politique, c'est-à-dire de dire, OK, tout le monde a normalisé avec Israël, donc nous devons... non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. C'est pas parce que tout le monde a raison, tout le monde a fait quelque chose qu'ils ont raison. L'histoire nous a prouvé que la majorité, quand elle fait quelque chose, n'est pas nécessairement bonne. Donc ces analyses, les analyses de mon ami Michel sont très, très pertinentes et elles montrent finalement que notre pays est en danger et il le sera toujours tant que nous avons des positions fortes par rapport à notre ADN, c'est-à-dire l'ADN. Ces positions fortes, elles sont en même temps notre ADN et notre force. Mais elle constitue aussi nos faiblesses, puisque c'est par là qu'on veut nous attaquer. C'est pour ça plutôt qu'on veut nous attaquer. Oui, mais dites-vous bien que, comme le disait un politicien américain, c'est pas parce que vous êtes ami d'une puissance que vous êtes à l'abri, immunisé. Oui. Pas du tout. Donc il vaut mieux être debout, être droit dans ses bottes. Exactement, être droit, avoir des principes que personne ne peut nier. C'est-à-dire, moi je suis là devant la télé et puis je revendique que l'État d'Israël est un État génocidaire. Je revendique aussi que le Sahara occidental doit arriver à faire une autodétermination. C'est le droit, on ne peut pas être contre cela. Il y a des causes justes dans la vie politique. Il y a des causes justes et les causes justes doivent être soutenues. Et c'est pas parce que
comme disait, j'ai fait une émission la semaine passée, ils me disent, de toute façon, tout le monde normalise avec Israël, donc finalement, le droit international n'est pas important. C'est pas vrai. Le droit international, si on veut un monde juste, si on veut un monde basé sur les relations, des relations saines entre les peuples, nous devons respecter le droit international et nous devons respecter les institutions qui ont été créées pour justement respecter ce droit. Mais le droit international fait l'objet aussi d'une guerre cognitive. Exactement. Il est délégitimé. Oui, mais c'est sûr. Par exemple, juste pour abonder un peu dans le sens de mon ami Zine Cherfaoui, c'est que en fait, les médias actuellement en France, pour revenir au cas français, c'est qu'on observe une droitisation des médias. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des hommes d'affaires qui achètent des médias et qui en fait, prônent une idéologie. Ils ne font pas de l'information. Ils font vraiment, ils se battent pour affirmer des idées. Mais ça ne se fait pas sans l'accord de l'État. Certainement, parce que ce qu'on voit aussi, c'est que les chiffres que j'avais cités tout à l'heure concernent aussi les médias de l'État. C'est-à-dire que par osmose, qu'on le veuille ou non, les médias étatiques français vont dans ce sens-là. Ils ne font plus la part des choses en termes d'information. Il y a un alignement sur les médias d'extrême droite. J'avais montré dans un article que j'ai écrit l'année passée, il y a un alignement entre la DGSE, entre les médias, entre aussi le lobby pro-israélien. Il y a tout un alignement là-dedans. D'ailleurs, dans le cas de Sensal, c'était clair. C'était clair, l'alignement de tous ce monde-là. Justement, donc on tente aussi de nous faire croire qu'il y a plusieurs cercles qui ne sont pas toujours d'accord. Il y a une espèce de confrontation, notamment sur certains sujets concernant l'Algérie. Vous dites qu'il n'y a pas de confrontation, il y a un alignement total. Il y a un alignement total. Vous prenez par exemple quelqu'un comme Xavier Driancourt, qui était ancien ambassadeur, 2 fois ambassadeur en Algérie. Jusqu'en 2020. Voilà, et d'ailleurs, il devrait bien connaître l'Algérie. Là, il connaît vraiment pas. En fait, ses interventions montrent qu'il n'a jamais connu l'esprit. Il se présente comme expert de l'Algérie. Et il a été dans d'autres pays, mais jamais il a dit quelque chose de négatif sur les autres pays. Pour lui, cette personne-là, vous la trouvez avec Boualem Sansal. Vous la trouvez dans le Média Frontière. Ils font partie des cadres du Média Frontière, qui est un média d'extrême droite. Vous les trouvez, par exemple, avec François Zimré, qui est un sioniste avéré, qui était ministre et qui a, je vous rappelle, qui a essayé de défendre Sansal et qui a défendu Amira Bouraoui quand elle était exfiltrée, par exemple. Donc tout cela, c'est une sphère unique. Il ne le montre pas, mais c'est un réseau. C'est un réseau. Le réseau que je répète aussi parce que ce mot m'intéresse, c'est le réseau FMI, c'est-à-dire la France, le Maroc, Israël, travaille d'arrache-pied pour justement déstabiliser des autres pays. Et nous devons être conscients de cela. Sami Kaidi. Alors, M. Ben Saada, la haine anti-Algérie est devenue un véritable fonds de commerce en coagulant plusieurs lobbies. N'est-ce pas là la parfaite illustration d'une rente mémorielle? Oui, en fait, nous, on nous reproche toujours de faire de la rente mémorielle. Oui. Mais en fait, la France a une rente mémorielle. Elle parle de Veldiv, elle parle des camps de concentration. D'ailleurs, ce qui est très intéressant avec la France, c'est que dès qu'il y a quelque chose de négatif contre l'État hébreu, vous avez Arte, toutes les grandes chaînes de télévision qui passent des films je veux dire, très sentimentaux vis-à-vis de ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a cet aspect-là. C'est-à-dire que, en fait, la rente mémoriale, c'est la France qui l'a fait actuellement. Et tout ce qu'on vit actuellement, et ça a été abordé un peu, c'est que la France n'a jamais digérer l'indépendance de l'Algérie. Et nous avons des années, des décennies plus tard, nous avons des descendants de colons, des descendants de membres de l'OAS qui continuent leur guerre, qui continuent la guerre contre l'Algérie et qui continuent cet esprit, en fait, qui continuent cette façon de voir l'Algérien comme étant quelqu'un d'inférieur. Et malheureusement, nous avons aussi des Algériens qui vont dans cette veine et qui se comportent comme des néocolonisés aussi. Mais si ces cercles d'extrême droite venaient à s'installer au pouvoir finalement lors de la prochaine élection présidentielle,
Qu'est-ce qui se passerait? Comment vous analysez les relations Alors, entre c'est l'Algérie clair que ouais. dont on dit qu'elles sont déjà, enfin, le niveau d'animosité, en tout Ouais. cas de la part de la France, est pratiquement irréversible. Alors, en fait, cette droitisation des médias français, en fait, servent en fait, font la promotion Oui. de l'extrême Ils sont en droite. campagne, on Et le nous sait. sommes actuellement, nous voyons les différents sondages, etc., que le Rassemblement national est très haut dans les sondages. Donc, il y a de très fortes chances. Il y a de très fortes chances que le... Les sondages ont parfois tort. Oui, ils ont tort. Sauf que, en fait, ce qu'on observe, c'est une tendance. C'est-à-dire, les sondages peuvent être faux ponctuellement, mais que lorsqu'on observe une tendance, ça, il faut se méfier. faire attention. Voilà, il faut faire attention. En fait, ce qu'on a observé avec alors l'extrême droite, c'était les antisémites. C'est-à-dire qu'ils ont été toujours antisémites durant la Deuxième Guerre mondiale et après, jusqu'à tout récemment. Mais en fait, le voyage de Bardella, par exemple, en Palestine, voilà, en Palestine occupée, montre justement qu'il y a un revirement de situation. Et si le lobby pro-israélien adoube ces gens-là, il y a de très fortes chances qu'ils vont gagner les élections parce qu'ils ont leur mot à dire. Oui, ils sont très forme de solidarité entre Exactement. les extrêmes droites, Ouais. notamment l'extrême droite qui est installée. Oui, donc, non, mais de toute façon, l'État sioniste va toujours abonder vers des personnes qui vont donner de la légitimité leur thèse, la crédibilité à l'entité sioniste, c'est sûr. Là, je suis en train d'écrire un bouquin, je vais le terminer bientôt, justement sur le rôle du lobby pro-israélien en France, et on voit des actions absolument, de l'argent, en fait des connivences entre des ministres qui sont actuellement en place avec ce lobby. Donc c'est un travail de fond. Des ministres français ? Des ministres français, oui. Des ministres français qui font l'objet justement de pression, La France est particulièrement touchée par ces lobbies. Alors, il y a deux pays qui sont vraiment touchés, c'est la France et les États-Unis, mais là, en fait, les Israéliens ont constaté que l'Europe ne suivait pas les États-Unis, donc ils ont créé des lobbies qui sont des copier-coller de l'AIPAC aux États-Unis et qui l'ont. Alors, et ça marche très très bien en France. Ça marche pas beaucoup ailleurs, mais en France ça marche très très bien parce que, en fait, la France abrite la plus grande, communauté juive d'Europe. Ouais. Donc, mais qui ne représente qu'1% de la oui, population exactement. mais de la France. Mais elle est très la communauté musulmane. Exactement, et elle est très influente. Voilà, exactement. Alors, s'il fallait un petit peu résumer la conversation depuis le début, on peut comprendre que il y a d'abord trois courants en France qui profitent de la situation, ces attaques contre la crise entre l'Algérie et la France. Les courants en question, tout le monde les connaît. On a les courants pro-israéliens, pro-marocains et les courants Algérie française. Alors, ces courants travaillent justement pour dynamiter la relation Algérie française. Ils profitent de la situation pour qu'il n'y ait plus de relation entre l'Algérie et la France. D'un autre côté, on l'a dit en début d'émission aussi, la France n'accepte pas l'idée qu'elle ne puisse plus faire la décision en Algérie. Depuis le 2019, il y a un nouveau président qui a une ligne précise, dont le credo est la souveraineté à tous les niveaux. Et donc, ils perdent des positions, donc ils veulent absolument les reprendre, ce qui, à mon avis, sera très difficile, voire même impossible. Après, lorsque l'on met en contexte la crise entre l'Algérie et la France, elle intervient dans une recomposition internationale, donc où très souvent le plus fort essaye d'écraser le plus faible. On assiste donc à une confrontation entre le Sud global et l'Occident en général. Et donc ça se traduit, comme vous l'avez dit en début d'émission, par des guerres de 4e génération, des guerres cognitives, où le cerveau devient un champ de bataille. Docteur Ahmed Ben Saada, donc, ces guerres cognitives visent à déstabiliser l'opinion publique et surtout la confiance dans les institutions. Donc non seulement on essaye de nous déposséder de notre histoire, mais on essaye de nous dire que vos institutions ne valent rien. Alors,
quel est l'impact de ces guerres cognitives, de ces guerres de quatrième génération, donc concrètement sur le terrain, ces guerres qui viennent de l'étranger, sur la résilience et la cohésion interne du peuple algérien. Maintenant, grande question aussi, c'est comment peut-on justement faire face à ces guerres de quatrième génération, à ces guerres cognitives, et comment pouvons-nous riposter? Alors, j'ai donné un élément de réponse tout à l'heure, c'est que en fait, ces nouvelles guerres, disons, oui, il y a certainement un impact. On le voit dans les réseaux sociaux, et ça a été alimenté aussi par des algorithmes, etc. De dire certaines non-vérités concernant l'Algérie et qui mènent justement aux citoyens de douter même de la parole étatique. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si un citoyen commence à écouter l'étranger et ne pas écouter... même une information fausse, elle est parfois plus crédible qu'une information vraie dans les médias. Il y a une loi de Mandolili qui dit que, en fait, si vous faites une information fausse, ça prend 10 fois plus d'énergie que de la démentir. C'est très facile de faire une information fausse. Après, ça va être très difficile de la contredire. Et c'est ça le problème, c'est que les fake news ont un rôle extrêmement important dans la diffusion de l'information. Et depuis tout à l'heure, on parle pas de bombes, on parle pas de tanks, on parle pas d'avions, mais on parle que d'information, parce que l'information est arsenalisée, c'est-à-dire l'information, c'est l'équivalent d'armes pour les pays occidentaux actuellement. Et ils se plaignent eux-mêmes d'être la cible d'autres pays comme la Chine ou comme la Russie, mais eux autres aussi font la même chose dans d'autres pays, en particulier le nôtre. Et cette guerre et sans merci, même si on ne voit pas de sang, si on voit pas de... Mais elle est sans merci et elle peut dégénérer aussi. Elle peut dégénérer en violence, elle peut provoquer aussi des morts. Exactement. Comme dans une guerre classique. Vous vous rappelez, exactement. Vous vous rappelez que quand il y a eu le Hirak, ça c'est très intéressant aussi de voir le nombre de fois que le mot Algérie a été prononcé en 2019, par exemple. C'est très, très intéressant de voir. Je suis en train d'étudier la chose actuellement. Et moi, j'ai bien suivi les informations françaises dans ce temps-là. Et vous voyez une animosité extrême contre l'État algérien, contre la cohésion algérienne. Et jamais on disait que, en fait, les gens sont sortis pour changer une situation et sont sortis pacifiquement, très pacifiquement, et que par la suite, il y a eu des ingérences, il y a eu des tentatives de déstabiliser le pays, et la France a participé. D'ailleurs, on invitait dans les plateaux français, on invitait que des gens qui étaient pour la vision... J'allais y venir justement sur ce que vous appelez les informateurs indigènes, leur rôle. Et le rôle, je vous poserai tout à l'heure la question, notamment dans cette crise actuelle avec la France, ça me pique. Alors, M. Ben Saada, dans votre dernier ouvrage, que vous m'avez dédicacé justement au siège de l'ANEL, vous avez abordé la figure peu reluisante des écrivains néocolonisés. Donc, tout d'abord, quelles sont leurs caractéristiques et pourquoi le rôle des informateurs indigènes est important pour légitimer ce discours hostile, ce discours haineux de l'Algérie et de tout ce que représente notre pays. Alors, il faut revenir à la définition de l'informateur indigène ou autochtone. En fait, en anglais, on appelle native informant. Et donc, c'est quelqu'un qui vient d'une race ou d'une partie du monde et qui devient spécialiste que parce qu'il vient de cette race-là ou qu'il vient d'une certaine partie du monde. C'est-à-dire que, en fait, toute votre connaissance, la reconnaissance qu'on vous doit, c'est parce que vous êtes de telle ou telle ethnie, de telle race, ou vous venez de tel ou tel pays, ou vous venez de telle ou telle religion. C'est-à-dire vous n'êtes sans être spécialiste de rien du tout. Et donc les informateurs indigènes sont très utiles justement dans les guerres de quatrième génération, dans la mesure où ils vont aller plus loin
que l'occidental. C'est-à-dire, si on regarde par exemple le cas de Kamel Daoud ou le cas de Boualem Sansal, pour ne citer que eux, il y en a d'autres aussi qu'on peut citer, par exemple les youtubeurs, etc. Ils vont aller beaucoup plus loin dans leur critique ou l'émission de fake news sur un sujet, beaucoup plus loin que les Occidentaux eux-mêmes. Et ils sont crédibles. Pourquoi? Parce qu'ils font partie les autres sont musulmans, ou ils sont algériens, ou ils sont arabes. C'est-à-dire que de par juste leur état, pas de par leur connaissance, ils deviennent des spécialistes. Et on les met de l'avant. C'est-à-dire, et puis après cela, on va leur donner un statut. C'est-à-dire qu'on ne devient pas un informateur indigène comme ça. C'est-à-dire on va te donner un statut, c'est-à-dire on va te passer dans les télévisions, on va te traiter, par exemple, on va te donner un qualificatif comme étant un des grands penseurs, des grandes lumières des prix et puis des prix. Les prix, ça donne, c'est-à-dire que quand on vous donne, exactement, quand on vous donne un prix, ça veut dire que vous allez être traduit, vous allez être connu un peu partout dans le monde, etc. Et ça vous donne une aura qui est difficile de combattre, très difficile de combattre. Et ça, ce n'est pas le cas juste de l'Algérie. Prenez par exemple quand il y avait la guerre contre l'Irak, il y a un certain Chalabi, Ahmed Chalabi, je ne sais pas pour rappeler, qui était un Irakien, qui disait qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, et les gens me disaient, mais il vient de là-bas, comment ça se fait, on ne peut pas le croire, il est de là-bas. Et finalement, c'était faux, complètement faux. Alors c'est là qu'intervient aussi le rôle des médias, c'est-à-dire aussi à décrédibiliser ces gens-là. Quand vous avez un Boualem Sansal qui écume les plateaux, vous le disiez, les plateaux et les studios de télévision et de radio en France depuis donc la grâce présidentielle, et qui sort les premiers mots qu'il utilise, lui qui dit qu'il n'arrive plus à parler, il dit « j'arrive, bonjour la France, j'arrive, on va gagner ». On va gagner contre quoi? Contre qui? Qu'est-ce que ça voulait dire selon vous, ce message ça revient à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire gagner, c'est-à-dire on va gagner. Non, mais on va gagner la guerre qui nous est livrée aujourd'hui. C'est une guerre qui est menée contre nous. C'est une guerre et Boualem Sansal et d'autres sont utilisés dans cette guerre. Ils sont utilisés justement pour déstabiliser notre pays, donner en fait une très mauvaise image de notre pays comme étant un pays qui emprisonne les intellectuels, les Lumières, les Diderot de notre temps. Il était même comparé à Diderot à un certain moment. Et donc, c'est assez... Vous en riez, monsieur Belkacem? J'en ris parce que, en fait, j'ai lu Diderot et j'ai lu Sansal. Ça me suffit, mais même à ça, je veux dire... Nous avons vu des vidéos de Boualem Sansal en train d'expliquer comme quoi quand il était directeur central au niveau du ministère de l'Énergie, qu'il y avait des relations avec de l'industrie et qu'il avait des relations intimes avec des personnages très élevés dans le système politique israélien. Antitétionniste, c'est vrai qu'il n'a pas caché. Il n'a pas caché ça, et juste pour ça, avec ses intelligences avec l'étranger, juste pour ça, il devrait être condamné. Et en fait, très intéressant le cas de Sansal, c'est qu'il a plusieurs casquettes. C'est-à-dire qu'il a des relations avec l'entité sioniste, il défend le Maroc, et sa supposée carte géographique, et il est avec la France considéré comme le nouveau Solzhenitsyn. Multitâche. Voilà, exactement. Donc il est FMI. Il est typiquement FMI. Voilà. Donc c'est un agent des trois entités. Exactement. Et puis il faut aussi dénoncer. C'est-à-dire que moi, j'ai pris sur moi le temps d'écrire un livre sur les écrits de Kamel Daoud. Kamel Daoud ne m'intéresse pas en tant que personne, mais ce qui m'intéresse, c'est ses écrits, c'est comment il peut influencer les gens, ses déclarations, etc. Donc, et puis, on le voit, il fit exactement dans le portrait de ce qu'on appelle l'informateur indigène, et plus que ça, dans le cas de il y a une différence effectivement entre les deux personnages. Voilà, il y a une différence parce que
En fait, pour Kamel Daoud, moi je l'ai beaucoup étudié, je continue à étudier parce que je pense faire une deuxième édition du livre. Et il a tous les attributs du néocolonisé. C'est-à-dire, il y a des grilles en fait, si on regarde le livre d'Albert Memmi, par exemple, Le portrait d'un colonisé, il coche à toutes les cases. À toutes les cases. Et quand il est sur les plateaux de télévision, on l'a vu, français, et il n'économise pas du tout les compliments sur la France. Quand il est arrivé, il a vu des lumières. Mais c'est très bien pour lui, mais enfin, non, mais je veux dire, c'est pas une raison pour renier aussi ses origines. C'est exactement la néocolonisé par définition excellence. du néocolonisé. Oui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne voit du bien que dans le colon. Le colon. C'est-à-dire que sa race, c'est la race maudite, c'est la race des bas. Et la race des colons, c'est la race, c'est la lumière, etc. Et je vous rappelle qu'il a préfacé un livre qui s'appelle Le pogrom du XXIe siècle, le 7 octobre. Donc il est dans cette mouvance-là. Il défend en fait la soldatesque israélienne et il est contre justement des gens qui se défendent, des gens avec beaucoup de courage qui se les défendent. peuples opprimés, finalement. Il écrase les... Et pas juste ça. C'est le symbole même d'un complexe d'infériorité, en réalité. De complexe du colonisé, vraiment du colonisé, parce que même par rapport à sa langue, par exemple, il a fait des déclarations disant que la langue française, c'est la langue de la liberté, et la langue arabe, c'est la langue qui est comme un peu une langue dont on doit se débarrasser, qui est exactement rétrograde, etc. Donc, et ça, c'est typiquement, ça écrit noir sur blanc par Albert Memmi, c'est-à-dire que le néocolonisé, ou le colonisé dans ce temps-là, c'était le colonisé, il doit se débarrasser de sa langue comme si c'était une tare. C'est comme si on a honte de se promener avec un parent pauvre. Il écrit comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si on a... un boulet. Voilà. Comme une espèce de boulet. Un dont boulet, il faut se débarrasser de la langue pour pouvoir justement aller vers le nirvana qui est la langue française. Ces déclarations de 2024 sont absolument édifiantes. C'est-à-dire qu'il dépasse même ce que j'ai écrit. Vraiment, il dépasse ce que j'ai écrit. Il dépasse même ce que Albert Memmi avait prévu. C'est un cas d'école. Mais finalement, docteur Ahmed Ben Saada, au-delà de Kamel Daoud et au-delà de Boualem Sansal, si je comprends bien, les guerres de 4e génération, les guerres cognitives, consistent aussi à travailler au corps pendant très longtemps l'intelligentsia du pays ciblé ou visé et d'en faire une arme qu'on retourne contre le propre pays de ces intellectuels. Oui, il y a en fait... Mais ça, c'est un travail qui s'est fait donc sur une période assez longue. Très longue. Et puis il y a ce qu'on appelle... Bon, on n'est pas rentré dans les détails de ce que c'est que la guerre cognitive, parce qu'il y a des mécanismes aussi au niveau du cerveau. Pourquoi notre cerveau, par exemple, n'utilise pas la logique tout le temps. Il utilise des approximations. Pourquoi ? Parce que, en fait, le cerveau économise de l'énergie, il économise du temps. La plupart des gestes qu'on fait, des décisions qu'on prend, ce sont des décisions absolument mécaniques. Sinon, ça prendrait trop d'énergie. Et c'est comme ça qu'on est formé. Puis, dans le cas de la répétition, c'est un biais cognitif. C'est-à-dire que si vous voyez, vous avez vu les chaînes d'information continues, elles répètent, matraquage. Et puis l'être humain, il est fait comme ça. Il dit, mais si c'est répété autant, si plusieurs chaînes disent la même chose, c'est que c'est vrai. Avant, c'était pire que ça. Avant, c'était si la télé le dit, donc c'est vrai. Maintenant, on est passé à autre chose. Mais si en fait une information donnée tombe dans une chambre d'écho, c'est-à-dire dans une boucle algorithmique qui est répétée tout le temps, il y a énormément de personnes qui vont y croire. Est-ce que pour le cas de la France, cette manipulation de l'information, elle est dirigée pour l'opinion publique nationale ou pour l'opinion publique algérienne, c'est-à-dire pour que les Algériens adhèrent à cette... Oui, les guerres cognitives sont faites contre les pays, pas pour... Non, contre les pays, ça c'est certain, contre l'État. Oui. Mais
Est-ce qu'il s'agit de manipuler l'opinion nationale française pour la retourner contre notamment la communauté musulmane et algérienne peut-être plus particulièrement? Et d'ailleurs, on en voit les effets. C'est une conséquence. Et c'est une conséquence. C'est peut-être une conséquence. Ou alors, est-ce que c'est l'opinion algérienne qui est visée aussi pour la retourner contre ses dirigeants? Si on veut déstabiliser un pays, on doit changer, on doit avoir un effet sur l'opinion du pays ciblé. Je parle de la France. Oui, de la France. Il y a un double enjeu. Oui. Parce qu'il y a aussi l'enjeu des élections et d'aller oui, certainement, écumer les votes de l'extrême droite. À mon avis, le premier but, c'est de déstabiliser l'Algérie. C'est-à-dire le premier but. Maintenant, après, il y a aussi la façon de faire, en fait, le modus operandi a des conséquences sur la politique, politique française. Je voudrais qu'on revienne sur l'affaire Glaise, Christophe Glaise, après avoir donc fini avec l'affaire Sansal. Les médias français, tous bords confondus, s'attaquent désormais à l'Algérie avec cette affaire. Un journaliste sportif français qui a des accointances avérées avec des membres et des dirigeants de l'organisation terroriste MAC. Axel Belabès, qui est l'un d'entre eux et qui vit en France, s'est lui-même exprimé sur le sujet cette semaine sur Radio Frontières, vous en parliez tout à l'heure, média d'extrême droite, en affirmant que Christophe Glaise était bien en contact avec lui depuis 2014, c'est-à-dire que ça remonte à au moins 8 ans. Les médias français s'acharnent désormais donc sur le verdict de l'institution judiciaire algérienne. Là aussi, c'est des attaques ciblées contre l'institution judiciaire, c'est pas rien. Oui, parce qu'en fait, quand on attaque l'institution judiciaire, on traite le pays de république bananière. Oui. C'est ça le problème, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas de justice, donc finalement n'importe qui peut avoir n'importe quelle sanction dans un pays où il n'y a pas de justice. Mais ce que les médias ne disent pas, c'est que au procès de Glaise, il y avait son père, il y avait sa mère. Qui se sont retournés contre lui. Non, mais en plus, il y avait aussi, l'Algérie a même donné un visa à l'ami, même c'est pas sa femme, c'est l'ami de Glaise, et qui a assisté. Et il y avait même un avocat algérien. Donc il y a eu la justice a joué son rôle. Maintenant que le verdict ne soit pas en faveur de ces gens-là, c'est pas ça qui va changer les choses. Et que la France ne vienne pas nous donner des leçons on a cité tout à l'heure des gens qui font des tweets puis qui vont en prison. Mais puis encore, vous avez des politiques connus comme Nicolas Sarkozy ou comme Marine Le Pen, qui ont été donc condamnés par la justice, et on a remis en cause ces décisions de justice, les qualifiant de politiques. Donc ça ne doit pas nous Exactement. étonner. Et puis quand on voit le simulacre d'emprisonnement de Sarkozy, ça fait honte, vraiment. Quelqu'un qui va en prison, qui est acclamé par une foule, et que des ministres qui disent on va aller lui rendre visite. Une mise en scène. Le ministre de la Justice qui dit moi je vais rendre visite à quelqu'un qui a été... C'est absolument... C'est kafkaïen. Je veux dire, c'est pas ces gens-là qui vont nous donner des leçons de justice. La justice doit avoir un exemple. Et c'est pour ça que quand on parlait de droit international, etc., ces deux poids, deux mesures sont en défaveur, justement, des gens qui prônent les droits de l'homme, qui prônent la liberté d'expression, etc. Moi, par exemple, j'ai écrit plusieurs livres sur le printemps arabe. J'ai jamais été invité par une chaîne française, parce que mon discours va à l'encontre de la doxa officielle. Sami Kadi, sur cette affaire de Christophe Glaise et ses accointances avec le MAC, donc, c'est une nouvelle attaque, enfin nouvelle non, elle ne date pas d'hier. Une nouvelle cabale. Ouais. Donc effectivement, qu'est-ce qui, selon vous, M. Ben Saada, se cache derrière cette affaire qui sort à un moment précis? Donc il y a une volonté effectivement de porter davantage atteinte à notre pays et de manipuler finalement la stabilité et l'unité du territoire national. Ce qui constitue, somme toute, une folle fuite en avant du côté d'une certaine France officielle. Oui, et en fait, ce qui est étonnant par rapport à ça, c'est que cette personne a avoué avoir des relations avec des gens du MAC et il a été condamné.
ok, on peut discuter de la condamnation. Il a surtout, pardon, avoué, Oui. il faut le préciser, Oui. qu'il était entré en Algérie Oui. sous de faux prétextes. Il avait Oui, pris un il n'avait visa pas demandé de touristique. visa, exactement. Voilà. Effectivement. Donc il avait beaucoup d'affaires, Au lieu d'un des visa, affaires louches dans son dossier. Maintenant, on peut ne pas être d'accord ou d'accord avec le verdict. Ça, c'est des choses qu'on peut discuter par rapport à la justice, Oui, etc. oui. On peut en discuter. Mais de dire qu'il est complètement innocent, ça, c'est pas vrai. C'est ça qui est... Et de dire que finalement, il est innocent et c'est en fait le manque de justice, l'absence de justice en Algérie qui l'a incarcéré, ça aussi, c'est une façon aussi de jeter du discrédit sur notre pays à ce moment-là. Et en fait, je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles actuellement et la stratégie de l'avocat de Glaise, l'avocat français, c'est de dire, mais de faire des raccourcis. Glaise est un journaliste sportif. Il est allé pour le football. Donc on doit dénoncer l'Algérie dans tous les matchs de football. Oui. C'est absolument On est dans la incroyable. guerre de 4e génération. Voilà, exactement. On sait par exemple que le football est très porteur de ça. Il y a beaucoup de gens qui regardent les matchs de foot, etc. Mais pourquoi sortir d'un domaine judiciaire et aller dans le domaine du show Mais business? ça, c'est un du show avocat business. qui a dit ça. Et c'est un avocat qui a dit ça. Ouais. C'est un avocat qui a dit ça. C'est-à-dire qu'il a dit non, on n'est plus... Il n'y a plus de justice, on va dans la guerre. On va dans la guerre informationnelle. Ouais. C'est vraiment ça. Oui. Et la guerre Ouais. pire, parce que guerre cognitive, c'est-à-dire que quand on fait penser à ce qu'en Algérie, il n'y a pas de justice et qu'en France, ce sont des modèles, des parangons de la justice internationale, on va justement jouer sur les perceptions de nos concitoyens et aussi des concitoyens des autres pays. Gilles Chafaoui, Oui. l'agitation aussi du spectre séparatiste en Algérie, ça aussi c'est une vieille histoire, mais là on sent qu'il y a une nouvelle étape, une nouvelle phase, Oui. de la part de la France en tout cas. Oui, alors juste par rapport à l'affaire Glaise, je ne me permettrai pas de commenter une décision de justice, mais on s'empresse de discréditer la justice algérienne alors que l'affaire n'est pas terminée, il y a encore des voies de recours. Attendons au moins la fin de l'histoire, je veux dire. Mais là encore, comme vous le dites, docteur Ahmed Ben Saada, on ne rate aucune occasion pour justement intensifier ces attaques et cette guerre contre l'Algérie, et tous les moyens sont bons. Oui. Demain, on vous invoquera. Non mais notre pardonnez-moi, affaire. le spectre du séparatisme, Oui. je le disais, c'est une longue histoire. Oui. Oui, Là, on entre dans une nouvelle phase beaucoup plus dangereuse. On sent que la guerre d'usure dont on parle concernant le MAC terroriste a peut-être fait son effet selon ses instigateurs français. Mais aujourd'hui, il est temps pour eux, et on le voit, le MAC qui annonce donc qu'il fera sa déclaration d'indépendance dimanche prochain, le 14. Qu'est-ce que cela indique dans peut-être l'escalade de plus avec ce pays? Alors, en fait, l'histoire du MAC, c'est un peu comme l'histoire de Saint-Saëns et dans d'autres domaines, parce que j'avais dit que ce sont des infractuosités. Nous avons, ça c'est une infractuosité qui est très intéressante, c'est celle de la cohésion sociale, c'est-à-dire de quels groupes ethniques ou linguistiques sont composés notre pays, d'accord? Et on cherche justement à rentrer là-dedans. Mais ce qui est intéressant à voir dans le cas du MAC, c'est que le MAC est soutenu par la France. Il va faire une déclaration de je ne sais pas trop quoi en France. Je rappelle Non, que... il faut dire les mots. Il y a une déclaration d'indépendance de la Kabylie en France. Oui. C'est-à-dire que la France va endosser cette déclaration. Mais pour moi, c'est une déclaration. Enfin, vous pouvez déclarer ce que vous voulez. Non, mais je peux déclarer demain que je partie... suis le roi de Navarre, par oui, exemple. d'accord, mais je parle du fait que la France officielle endosse cette déclaration. C'est ça qui pose problème. À mon avis, ce qui pose problème, Samia, c'est que peut l'accepter. On nous dit souvent que la France, c'est une terre d'accueil pour les exilés. On peut l'accepter. Mais ce qui peut être difficilement acceptable ou inacceptable carrément, c'est qu'on accepte des réfugiés politiques et qu'on autorise ces mêmes réfugiés politiques à se servir de votre territoire comme une plateforme pour attaquer un pays.
Là, Oui. et là, on confirme cette volonté, encore une fois, de la France, ou du moins de certains lobbies en France, ou d'une partie de la France, d'attaquer l'Algérie et d'augmenter l'hostilité à l'égard de l'Algérie. Mais concernant le projet du MAC, de déclarer encore, de faire une proclamation d'indépendance le 14 décembre, moi je rappelle juste qu'il en a fait déjà une en 2018 et que ça n'a pas mené très loin, et que penser que la Kabylie va suivre le MAC, c'est vraiment méconnaître la Kabylie. Oui, mais ce qui est intéressant aussi, pour revenir à notre discussion de tout à l'heure, le MAC, il s'est avéré que des anciens membres du MAC ont dénoncé le fait qu'il y avait des connivences avec le Maroc, qui étaient financés par le Maroc. L'avocat du MAC, c'est Goldnadel. Goldnadel est un sioniste avéré, donc il y a des ramifications avec Israël. Nous savons que le futur, disons, roi du MAC est allé déjà en Israël et qu'il a fait allégeance, il a fait des soumissions. Nous savons Farhat Mehni. Farhat Mehni, voilà. Que j'appelle le roi Farhat Ier, bon, c'est comment. Et donc, il y a cette connivence. Donc, le FMI est vraiment présent. Bon, il y a d'autres acteurs dont on pourrait parler qui ne veulent pas du bien, mais ces trois entités-là sont présentes dans le cas du MAC. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger le rôle du Maroc, il ne faut pas négliger le rôle de l'entité sioniste qui est aussi aux manœuvres. Oui, aux manœuvres. Aux manœuvres. Je rappelle, juste un élément à rappeler au docteur Ben Saada, c'est qu'en 2015, l'ambassadeur permanent du Maroc à l'ONU a officiellement, et on peut retrouver ça sur Internet, a officiellement annoncé le soutien du Maroc au MAC. Oui. Et Farhat Mehni, je lisais hier soir une lettre de Noordinet Hamouda adressée à Farhat Mehni. Noordinet Hamouda rappelle que Farhat a manifesté à Paris avec un drapeau israélien. Oui, oui. Donc lui-même ne se cache pas de ses accointances Exactement. ni avec le Marzen ni encore moins avec l'État sioniste. Oui, mais en fait, ça nous donne un portrait. C'est-à-dire qu'il faut regarder ça de loin. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs événements qui nous paraissent disparates, qui n'ont pas de lien entre eux. Mais en fait, on retrouve toujours les mêmes entités derrière. Absolument. Et leur guerre cognitive et informationnelle contre notre pays. Oui. Samy. Alors, tout d'abord, un petit commentaire. Vous avez parlé tous autour de cette table du projet de cette organisation terroriste du MAC. Donc, en réalité, le fait qu'ils sont accueillis sur le territoire français, ça contrevient également aux us et aux usages diplomatiques en vigueur. Mais ma question sera un peu plus historique. Est-ce que le projet de cette organisation terroriste n'est-elle pas, en réalité, M. Ben Saada, la continuité du projet colonial par d'autres moyens? Oui, bien sûr. Mais en fait, cette création cette différenciation entre la Kabylie et le reste de l'Algérie est une création coloniale, déjà. Ça a commencé. Il y a beaucoup d'écrits, il y a même des documents qui ont été déclassifiés concernant les politiques de l'époque et qui disent nous devons instrumentaliser justement la Kabylie parce que la Kabylie, elle est différente. Donc on a essayé de voir aussi de différencier entre les Kabyles et les autres. On a essayé de manière scientifique, ça a été fait de manière scientifique. Donc tout cela, c'est le principe de diviser pour régner, c'est de créer de la tension et puis aussi. Je rappelle. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas plus que ça aujourd'hui, avec une déclaration d'indépendance? Oui, mais s'il y a une reconnaissance officielle de la France, on veut aller vers des choses beaucoup plus officielles. Moi, je dis que cette affaire est une déclaration de guerre de la France contre notre pays. Ouais. Je rappellerai peut-être à nos téléspectateurs que dans les années 80, il y avait un plan qui s'appelle le plan Yinon, le plan Oded-Yinon, qui vise à diviser le monde arabe. Et on le voit, par exemple, le Soudan a été divisé. Nous savons que l'Irak est plus ou moins actuellement divisé. Nous savons que la Libye perd beaucoup de ses territoires, etc. Donc l'Algérie n'est pas épargnée.
Et pire que ça, c'est-à-dire que on cherche même, il y a des velléités contre l'Algérie qui cherchent beaucoup plus que ça. C'est-à-dire Le chaos. Oui, Le le chaos, c'est-à-dire prendre un côté Oui, ouest, oui. donner le côté est, donner le côté sud, etc. Une fragmentation. Et je rappelle, c'est ce qui est en fait reproché aussi à la Russie. La Russie, on lui reproche quoi finalement? On lui reproche d'être un très grand pays avec énormément de ressources et ce n'est pas normal. Pour les Occidentaux, c'est pas normal. On va terminer là-dessus, Dr Ben Saada. Vous avez alerté de nombreuses reprises, encore une fois, sur ces guerres cognitives et l'importance de la cohésion sociale et la protection donc, de la sécurité culturelle et médiatique. Vous allez nous expliquer en quelques mots ce que c'est la sécurité culturelle et médiatique. Alors, oui. Et aussi ces guerres cognitives qui évoluent dans un vide juridique. Est-ce qu'il y a la réflexion aujourd'hui pour les criminaliser, pour leur donner un statut, peut-être pas les criminaliser, puisque ce sont des guerres qui, voilà. En tout cas, de les encadrer et de dire ça c'est un crime de guerre, ça c'est pas normal, et ça, bon, c'est toléré. Alors, d'abord, la définition de la culture, c'est tout ce qu'un peuple partage, en fait. Mais partage, c'est beaucoup plus vaste, d'après la définition de l'UNESCO. Ça, c'est les valeurs, c'est la religion, c'est les croyances, etc. Ça va très... Et une nation, un pays, un État cherche justement à essayer de maintenir le peuple dans une certaine cohésion, d'accord? Et en fait, cette cohésion-là est nécessaire pour maintenir le pays tel qu'on l'a. Par exemple, vous avez un match de l'Algérie, puis si l'Algérie joue un match, vous avez tous les Algériens qui sont en train de stresser. Voilà, stresser. Et ça, c'est une cohésion, c'est une cohésion sociale. Ouais. Si, par exemple, il y a un malheur quelque part dans une région de Il y a un l'Algérie, émoi il y a un national. émoi national. Vous comprenez? Si, par exemple, il y a une musique qui joue de telle région, on chante avec et on participe à cette joie. Donc, nous avons des facteurs communs et la sécurité culturelle, elle est tributaire justement de cette cohésion. Et dès qu'on touche à votre cohésion, que ce soit la religion, tout à l'heure j'avais parlé aussi de la religion, nous avons malheureusement subi une décennie noire, c'était à cause plus ou moins de la religion, c'était politique, mais c'était aussi à cause de la religion. La religion instrumentalisée. Voilà, instrumentalisée, elle peut être instrumentalisée, même si on est de la même religion. C'est quand même, il faut aller chercher loin, parce qu'il faut chercher le détail dans le détail. Et on peut instrumentaliser justement le régionalisme, on peut instrumentaliser, comme on voit maintenant, on peut instrumentaliser une langue, par exemple, ou un groupe social qui a des particularités culturelles différentes et qui font la richesse de notre pays. Parce que quand vous regardez les pays occidentaux, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, ou surtout les pays anglo-saxons, ils sont fiers d'être des melting pot, d'avoir ramené des gens de différents horizons, différentes cultures, différentes religions, et de faire un pays qui est très, très développé, multiracial, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va, dans un milieu qui est cohérent, okay, qui a une certaine base, on va essayer de nous monter l'un contre l'autre, comme on l'a vu justement durant la décennie noire, ou même dans le Hirak, le Hirak 2.0. Et jusqu'à aujourd'hui avec le MAC. Et maintenant c'est le MAC. Et maintenant c'est le MAC. Voilà. Juste par rapport au cadre juridique, et on terminera là-dessus, est-ce que vous pensez qu'il y a des spécialistes, vous en êtes, puisque vous travaillez sur ce sujet, qui posent les bases d'un cadre juridique pour ces guerres cognitives, ou c'est en freelance? Alors, actuellement, les guerres cognitives sont des guerres plus ou moins secrètes, donc il faut vraiment chercher pour savoir si on subit une guerre cognitive. Donc, il n'y a pas vraiment de cadre par rapport à cela, alors que dans les guerres conventionnelles, nous avons des droits qui ne sont pas du tout respectés. Mais qui ne sont pas du tout respectés, mais au moins elles existent. Mais dans le cas des réseaux sociaux, qui est nouveau, on a des gens qui travaillent, donc qui essayent de déterminer s'il y a une guerre ou pas, ou comment y remédier, comment travailler justement sur ces clivages sociaux pour les rendre beaucoup plus solides, surtout pour en fait avoir nos narratifs.
C'est-à-dire notre façon de voir les choses, nos explications basées sur l'histoire, basées sur la recherche, basées sur des faits historiques, basées sur la science. Et si on est capable de faire valoir nos narratifs, de les faire adopter ou adouber par les algorithmes, nous pouvons gagner la guerre médiatique contre nos adversaires. Merci beaucoup, Dr Ahmed Ben Saada. Je rappelle que vous êtes auteur et analyste politique. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci pour l'invitation. Et merci à nos journalistes, consultants de l'émission, Zine Charfaoui et Sami Kaidi. Merci messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On a été ravis bien sûr de vous présenter cette émission depuis les nouveaux locaux, les nouveaux studios de la télévision publique. On se dit à très bientôt. Excellente suite des programmes. Au revoir.